Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Il y a peu, je crée une nouvelle playlist, si l'on peut dire. Il y en a une autre qui m'est venue, même si ce n'est pas mon sujet de prédilection. Je pense que cela pourrait intéresser certains d'entre vous. Donc nous commençons aujourd'hui une nouvelle playlist, une nouvelle sorte de vidéo en parlant des ovnis. Et je précise bien des ovnis de façon générale. Pour cette vidéo, nous partons dans le Yukon, où il se trouve que des douzaines de témoins, qui s'étendent à peu près sur 200 miles, dans le territoire du Yukon au Canada et plus précisément à l'autoroute de Klondike, ont signalé un énorme ovni qui est recouvert de lumière un soir du mercredi 11 décembre 1996. 5 témoins de cette région du lac Fox parlèrent de rangées étendues de lumière qui traversaient le ciel d'ouest en est. Un de ces témoins alla même jusqu'à dessiner un objet de la forme d'un évier, avec le shallow pan au sommet. Il était recouvert de multiples lumières et portait 2 rangées de fenêtres rectangulaires. 4 témoins du village de Carmaux décrivirent des multitudes de lumières, certaines clignotantes et certaines fixes, comme un objet de la taille d'un terrain de football à peu près, et qui allait du nord-ouest au nord-est. Un témoin indiqua la largeur apparente de l'objet en étendant ses bras vers le ciel à un angle de 60 degrés. Il y a encore 6 témoins au village de Pelly qui fournirent un récit eux aussi. L'un d'entre eux, c'est un trappeur, qui vit ce qu'il pensa d'abord comme être un avion, mais il réalisa rapidement que les mouvements qu'il voyait étaient trop lents. Lorsque l'objet émergea dans sa pleine vue, il vit une rangée de peut-être une centaine de petites lumières rectangulaires, et au-dessus de celle-ci, une autre rangée de 7 grands rectangles éclairés. Une forme ovale sombre derrière les lumières masquait les étoiles. Des rayons de lumière étaient émis de l'avant, de l'arrière et de dessous l'objet, et elle ne semblait pas faire plus de 300 yards de haut et 3/4 de miles de long. Un autre témoin de Pelly va décrire cet objet comme un objet long, comme le Big Dipper, avec comme un groupe de lumières qui ressemblait à de grosses étoiles avec au milieu des lumières bleues plus petites. Un autre encore va voir un carré de lumière suivi de plusieurs autres carrés. La formation entière va disparaître derrière une colline à l'est. En résumé, tous ces témoins rapportent avoir vu de nombreuses lumières, certaines grandes et d'autres petites, certaines carrées ou rectangulaires, et même rondes ou semblables à des étoiles. Ces lumières couvraient un arc-en-ciel étendu lors d'un passage qui prit environ 30 secondes à 10 minutes selon les témoins. La plupart des témoins pensèrent que les lumières étaient attachées à un appareil structuré, doté de fenêtres, de rangées de lumière plus petites et de rayons qui en étaient projetés. Tous s'accordaient d'ailleurs sur le fait que l'objet était énorme. Pour la plupart des témoins, l'objet apparut au nord et passa d'ouest en est, ou du nord-ouest au nord-est, bien que les témoins rapportent que les lumières avaient viré au sud et que 2 autres dirent que l'objet les avait survolés. Les heures données pour l'événement pouvaient aller de 19h à 21h ou 22h. Mais les témoins qui avaient effectivement regardé l'heure au moment où cela s'est passé purent donner un horaire un peu plus précis de 20h23 et 20h30. Une illustration qui fut largement diffusée condense le témoignage en une image d'un énorme appareil circulaire avec des rangées de fenêtres et recouvert de lumière. Martin Jacek, qui est un ingénieur, va commencer à enquêter sur ce cas d'OVNI seulement 3 ans plus tard, pour le compte de UFO BC. Il va retrouver 31 témoins et en interroger 19. Lors de ces rencontres, il va pouvoir rassembler des informations suffisamment précises pour pouvoir trianguler la taille de l'objet, et il en conclut qu'il devait faire entre 1,5 et 1 miles de diamètre. Dans son rapport écrit, il envisagea et rejeta les explications du canular, de l'aurore, d'un appareil militaire ou de météore.
Le candidat, ou la supposition si vous préférez la plus sérieuse, pouvait être une sonde spatiale russe lancée le 12 novembre. Mais il la rejeta parce qu'elle était non visible aussi bien à l'est que dans le Yukon. Et parce que l'OVNI était bien trop grand et structuré pour être expliqué simplement par une sonde spatiale. Sans alternative viable, l'histoire ufologique privilégia alors un énorme appareil d'origine non terrestre volant bas au-dessus du témoin éberlué. Une histoire qui fut accueillie avec plaisir par les témoins, tous s'accordant sur le fait d'avoir observé quelque chose d'extraordinaire, et la plupart d'entre eux ayant pris l'objet pour un ovni. D'après Martin, toutes les personnes qu'il interviewait avaient les pieds bien sur terre, et la plupart ont voulu garder l'anonymat. Il raconte qu'un témoin se trouvait sur une montagne au même niveau que le vaisseau, alors que celui-ci volait à seulement quelques centaines de mètres. Pour apercevoir le vaisseau dans son ensemble, le témoin devait tourner la tête d'un côté à l'autre. Il y a bien sûr eu des sceptiques, comme il y en a toujours. Cette fois-ci, les sceptiques se nommaient Robert Schaeffer et James Hoberg, qui ont regardé de plus près donc la sonde spatiale russe, possiblement. Et Hoberg va alors contacter un certain Ted Molksan, qui est un expert canadien des orbites et réentrées de satellites. Il va lui confirmer que le propulseur du second étage de Cosmos 2335, donc la sonde spatiale, était rentrée dans l'atmosphère vers 20h30 et elle aurait dû être visible bas sur l'horizon au nord pour les témoins du Yukon. Donc on aurait pu voir, selon lui, un long train de débris incandescents, étincelant et clignotant alors qu'il passait d'ouest en est dans la haute atmosphère. Toujours selon ses dires, ce passage a pu durer jusqu'à plusieurs minutes. Et il explique alors que cette luminosité de la fusée, se désintégrant, a masqué les étoiles et a donné l'illusion qu'un objet solide bloquait leur lumière. Pour les plus sceptiques, cette réponse leur suffisait et ils décidèrent que c'était la réponse la plus crédible. Ils ne cherchèrent pas plus loin. Cependant, ceux qui croyaient dur comme fer à avoir vu un ovni, eux croyaient toujours à un possible objet volant non identifié. C'est alors que des ufologues vont objecter sur les observations qui s'est étalées sur plus de 2 ou 3 heures selon les témoins, ce qui est énorme par rapport aux quelques minutes ou plusieurs minutes selon lesquelles la sonde spatiale se serait désintégrée. Et ces ufologues vont aussi reprocher aux sceptiques d'ignorer un témoignage qui dit que l'objet avait viré au sud. Et un autre témoignage qu'il s'était arrêté et avait même commencé à s'approcher du dit témoin. Après, oui, il y a une corrélation sur le fait que des témoins ont précisé une heure qui se trouvait vers 20h30 qui corrèle avec l'entrée de la sonde Cosmos 2335 dans l'atmosphère. Après, est-ce seulement une coïncidence ou est-ce vraiment la sonde ? Telle est la question. Au final, on ne saura jamais quelque part si tous ces témoins ont en effet vu un appareil non identifié, toujours à l'heure actuelle, ou si c'était bien cette fameuse sonde spatiale russe Cosmos 2335.